troisième et dernière partie de Politicia, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré à l'Afrique du Sud, notamment au premier pas d'homme d'État du président Cyril Ramaphosa à la tête de l'Afrique du Sud. Sadio Morel Kanté, ma consoeur, m'a rejoint. Vous avez remplacé Eugène Fernand Loubello qui était donc là à votre place tout à l'heure. Je voudrais présenter ce livre dont il est l'auteur, Le voyage intérieur du bruit, de l'oreille au cerveau, publié aux éditions Paris. Merci à vous de m'avoir rejoint. Merci également à Eugène Fernand Loubello. Doit-on retrocéder aux Noirs les terres qui leur ont été arrachées pendant l'apartheid? Oui, répond catégoriquement le président Cyril Ramaphosa, qui en quelques semaines seulement a fait adopter une loi, fait voter une loi le 26 mai précisément, obligeant les Blancs à retrocéder aux Noirs les terres qui leur ont été indûment arrachées. Mais la problématique est loin d'être simple. C'est un sujet de la rédaction signé Ange Bilou Nomenio. La question de la réforme agraire continue d'alimenter les débats en Afrique du Sud. Sous l'impulsion du président Cyril Ramaphosa, une loi a été votée le 26 mai 2018 par le Parlement sud-africain pour accélérer le processus de restitution et de redistribution des terres aux fermiers noirs sans compensation. Mais les modalités de redistribution ne font pas l'unanimité au sein de la classe politique sud-africaine, y compris au sein de l'ANC. La réforme agraire en Afrique du Sud est jusqu'à présent source de conflictualité. Il y a une tentation à retomber dans les oppositions de classe, les luttes de classe et les oppositions raciales. Pour être plus efficace, la réforme agraire devrait identifier les profils de futurs propriétaires fonciers afin que la déchéance soit davantage utile à ce qu'elle va accroître la production agricole. Et par profit, j'entends également des mesures d'accompagnement. L'accompagnement des nouveaux propriétaires fonciers en matière de financement des activités. La réforme agraire est une promesse faite par l'ANC depuis son arrivée au pouvoir en 1994. Mais 24 ans après, seuls 8% des terres ont été restituées. À ce problème de non-restitution des terres s'ajoute le manque d'expérience de certains fermiers noirs dans la mise en valeur et la rentabilité de leurs propriétés. Ces derniers vendent à nouveau leurs terres aux fermiers issus de la minorité blanche. Selon les experts, le manque de productivité agricole pourrait avoir un effet négatif sur la confiance des investisseurs et donc sur l'économie du pays. Je pense que ce qui reste pas notamment réalisable, l'Afrique du Sud peut s'inspirer notamment du modèle brésilien en encourageant les coopératives agricoles. C'est-à-dire que les coopératives agricoles, les titres fonciers appartiennent à l'État et l'État les cède. L'État les délègue pour des périodes bien précises à des communautés noires qui seraient regroupées dans le cadre des coopératives agricoles. Et dans une approche mutualiste des efforts et du partage des expériences, cela peut éviter notamment des chèques qu'on a connus au Zimbabwe. Parce que les Zimbabwe, évidemment, le Zimbabwe a échoué parce que les terres avaient été remises individuellement aux vétérans de la guerre. Malheureusement, moins formés, incompétents avec les vagues de sécheresse, le Zimbabwe n'a pas été en mesure alors de tenir. Il est évident que pendant les 5 années, la croissance agricole sud-africaine va connaître alors un plomb. Mais au bout de quelques années, les choses reviendront à la normale. Pour parvenir à une réforme effective de la distribution des terres, le gouvernement sud-africain devrait débourser près de 4 milliards d'euros. 60% des prêts accordés au secteur agricole sont détenus par les banques commerciales, avec bien des fois comme principale garantie la valeur globale des terres. Le gouvernement propose dans son livre vert de restreindre la propriété foncière privée et l'achat des terres par les étrangers. Il s'agit de privilégier la location des terrains. Autre possibilité, placer des pâtures communales sous l'autorité des chefs traditionnels, limiter la taille des exploitations qui ne sont pas sous le contrôle de l'État. À terme, les propriétaires devront respecter plus d'obligations. Sadio Morel Kanté, très rapidement, la rétrocession des terres aux fermiers noirs était une promesse déjà de Nelson Mandela depuis 1994. Mais à ce jour, seuls 8% des terres ont été rétrocédées aux Noirs. La situation aujourd'hui est la suivante. Vous avez des fermiers blancs expérimentés avec des terres qui ne leur appartiennent pas. Et de l'autre côté, vous avez des Noirs qui n'ont pas toujours l'expérience, mais à qui les terres reviennent de droit. Que fait-on? Alors, je crois que depuis ce temps, vous avez constaté que Mandela est parti à pas de trottinette, parce qu'il avait promis 30% de rétrocession. Il en a fait que 6 ou 8, c'est pas vraiment 8%. Donc il est parti vraiment très mesuré, parce qu'à l'époque, lorsqu'il le faisait, il s'est rendu compte que les jeunes
n'étaient plus du tout intéressés par l'agriculture. Ah oui. Il y en a qui ont même préféré avoir de l'argent que les terres pour faire autre chose. Et là, ce que fait Cyril Ramaphosa aussi, il va aller très crescendo. C'est-à-dire il y a les besoins électoraux qui font qu'aujourd'hui, il parle de la rétrocession sans indemnisation, mais même son calcul est beaucoup plus complexe parce qu'il y a d'un côté les terres qui appartiennent à l'État, et c'est ce qu'il a fait dans le KwaZulu-Natal en remettant 4000 hectares aux autochtones. Mais la loi parle plutôt, la loi s'intéresse plutôt aux terres qui ont été indûment arrachées aux Noirs. Oui, mais j'en arrive. Voilà, c'est-à-dire ces terres-là, il ne va pas, pour beaucoup de raisons, pour une déstabilisation économique à la Zimbabwe, il ne va pas les toucher maintenant. Parce que lorsqu'il va toucher à l'amendement, il veut mettre en place une promesse électorale, ça prendra, je crois, du temps. Et il va aller crescendo pour ne pas qu'il y ait une brutalité, même si ça a été une promesse électorale, pour qu'il n'y ait pas une fissure nette et brutale entre ceux qui étaient propriétaires et qui sont expérimentés. Mais ça résout quel problème aller crescendo? Ça résout le problème. Change quoi? Ça change que... dans le reportage, on a parlé de Zimbabwe qui a fait cet échec-là. Oui. Donc, ça va impacter sur l'économie. Et si Cyril Ramaphosa, il va brutalement, il connaîtra la même chose. En plus, les terriers, vous savez, il y a le roi du KwaZulu, un roi qui détient à lui tout seul 3 millions d'hectares de terre. Il n'a pas de pouvoir politique, mais il a un pouvoir il peut impacter sur les votes. Donc lui, il compte garder ses terres à lui. Il y a les jeunes qui ne sont pas intéressés et qui préfèrent que ce soit les professionnels du secteur. Les terres ont été arrachées, donc ils n'ont pas eu donc ils ne sont pas du tout intéressés et ils auront aussi le défi, pourquoi je dis qu'ils iront crescendo, de former une autre jeunesse à pouvoir être les professionnels de la terre afin de rendre rentables les réformes agraires dont se prévaut Cyril Ramaphosa. Monsieur Mafimba... Mais je crois que ça n'ira pas très vite. La question, elle est claire. On dit il y a des Noirs, en tout cas l'essentiel des fermiers noirs ne sont pas aujourd'hui en situation de viabiliser, d'exploiter, de rentabiliser les terres qu'on va leur rétrocéder. Et d'ailleurs, on voit même que la question a pris une ampleur internationale puisqu'il y a des acteurs extérieurs qui interviennent. Et on cite le Zimbabwe à l'exemple. Regardez ce que le Zimbabwe a fait. Si vous faites ça, ça sera mais alors une déflagration économique. Et le président s'engage tout de même à le faire. Il ne dit pas encore le rythme auquel il va y aller, mais il s'est engagé. Il a fait voter une loi pour rétrocéder aux Noirs les terres. Doit-on craindre effectivement un échec comme l'a connu le Zimbabwe? Non, moi je pense qu'il est face à un dilemme. On a dit tout à l'heure, il est fait partie d'un des acteurs du compromis historique, politique. Donc, ils ont négocié avec les Blancs, avec la minorité blanche. Cela, ça a été négocié dans la Constitution. Je pense même dans la Constitution, il y a une disposition qui est prévue dans la Constitution par rapport à cela. Maintenant, le dilemme c'est lequel? Il faut réparer cette injustice historique. Oui, mais comment? C'est ça la question. J'argumente. Il y a une chose aussi. S'il ne fait rien, il va créer un boulevard pour les populistes. On est d'accord. Aujourd'hui, Malema aura un boulevard, l'aile marxiste-léniniste de gauche dogmatique aura un boulevard. Donc, la question que la minorité blanche et la communauté internationale doivent se poser, est-ce qu'ils ont envie d'avoir demain Malema et l'aile gauchiste à la tête de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, qui va aller droit au mur, tête baissée, avec cette problématique, ou avoir quelqu'un de plus pragmatique. Moi, je pense qu'il est assez intelligent pour se dire, il est à la veille des élections, il y a des messages qu'il faut envoyer. Il a envoyé un message, Tchadou l'a dit tout à l'heure, par rapport à cette problématique de dire, il faut le faire. Mais je pense qu'il va aller de manière homéopathique. Il va aller à dose homéopathique parce qu'il faut réparer cette injustice historique et parce qu'il faut mettre une espèce de digue face à l'aile gauchiste et dogmatique de l'ANC qui, de manière historique, qui a cette légitimité historique de revendiquer cela. Et je terminerai en disant, mais dans le reportage, on l'a dit,
il y a des... On n'invente pas la roue. Il y a le cas du Brésil. Oui, mais ce n'est pas la même histoire. Ce n'est pas la même histoire, certes. Mais je pense qu'il y a une génération des Sud-Africains aujourd'hui qui n'a pas connu véritablement l'apartheid, qui a étudié dans les grandes écoles. Et on a parlé tout à l'heure de l'évolution même des populations. Alors, la mixité est de plus en plus visible. Puisque vous évoquez le cas brésilien, qui veut que l'État, au lieu de prendre les terres d'une minorité et de les donner, enfin, d'un groupe de fermiers et de les rétrocéder à un autre groupe, l'État devient propriétaire des terres. L'État prend les terres et organise en coopérative ceux qui ont été dépossédés. Oui, mais ça fait partie du schéma de Ramaphosa. Voilà, de façon... ça fait partie de son projet. Il y a des problèmes juridiques, c'est-à-dire que ça fait aussi une dépossession. C'est-à-dire que l'État, finalement, arrache des terres et porte en tosse à la notion de la propriété privée en ce moment-là. Est-ce que c'est la solution qu'il faut adopter? Félix Tshikaya, on voit bien que la question des terres, qui est une question agraire, une question agricole, devient une question politique et diplomatique, et même géopolitique. Et géopolitique interne, notamment sur le plan rural, mais il y a la légitimité de lois qui étaient donc racistes, qui ont dépossédé des personnes parce qu'elles étaient noires de leurs terres. Et des personnes parce qu'elles étaient blanches ont pu bénéficier, donc, dans le vol accompagné avec l'aide de l'État. Il y a une injustice historique à réparer. Historique. Incontestablement. Les personnes blanches savaient, pendant l'apartheid, mais aussi post-apartheid, que ces terres n'étaient pas légitimes sur le plan du droit, sur le plan de l'histoire, sur le plan de la philosophie et sur le plan de la communauté nationale. Donc, la rétrocession, c'est presque du cousu humain que va devoir effectuer M. Ramaphosa. C'est comment, d'une loi qui était raciste, faire une rétrocession qui ne soit pas vue comme une rétrocession raciste. Voilà, c'est ça. Donc c'est quelque chose d'extraordinairement haut, mais qui peut le porter très haut sur le plan mondial. Parce qu'il n'y a pas que l'Afrique du Sud qui est opposée à la rétrocession agraire. Tous les pays sur le plan agraire sont confrontés à cela. Moi, ma mère est martiniquaise. La Martinique, qui n'a pas eu de réforme agraire, en Guadeloupe aussi. Et on verra, là on n'est pas loin du scrutin de la Nouvelle-Calédonie, c'est pareil. Donc c'est un problème géopolitique mondial. Donc on regarde ce que va faire M. Ramaphosa avec bienveillance, parce qu'il est devant une réalité. Qu'est-ce qu'il doit faire, entre guillemets, qu'est-ce qu'il conviendrait de faire? Oui, c'est ça la question. Qu'est-ce qu'on peut lui préconiser? C'est que tous les Blancs qui ont bénéficié de cela ne sont pas racistes. Certains le sont. Ils sont même organisés en syndicats racistes, en partis racistes, et ont en face d'eux, comme ça a été dit tout à l'heure, des groupes aussi racistes, noirs, réacs, populistes, qui sont prêts à sauter sur s'il y a un retard dans la rétrocession légitime. C'est ça. Donc il doit en même temps satisfaire... Ça revient sur la question de Il doit satisfaire l'ensemble de la population noire et l'ensemble de la population métisse, indienne et blanche. Donc il faut racialiser et déracialiser la problématique. C'est ça. C'est un nœud gordien, mais sur lequel... la ligne médiane aujourd'hui? La ligne médiane, je pense que c'est aller peut-être plus loin que le crescendo. Il y a tellement de frustration qui va devoir vite monter et former les jeunes et moins jeunes, parce que le couple, c'est formation et rétrocession. Parce que si vous ne formez pas des personnes à qui vous rétrocédez une terre, ça n'a aucune, vous allez appauvrir, vous allez appauvrir ceux qui vont reprendre les terres, vous allez appauvrir la région, vous allez appauvrir le pays. C'est un coup d'épée dans l'eau. Après, on ne peut pas obliger une personne à qui on rétrocède les terres de ne pas la vendre. Après, ils vont peut-être procéder à cette loi. Comme l'ont déjà fait certains. Comme l'ont fait déjà. Mais si on revient à l'histoire, les Blancs sont formés parce qu'il y avait des lois de formation et des lois inégales sur le plan scolaire et universitaire. Oui. Donc les Noirs ne sont pas formés parce qu'ils sont noirs. C'est pour ça qu'il faut déracialiser. Parce que sinon, il y a le chemin que prennent les racistes blancs et non blancs. Nous sommes noirs, c'est pour ça que nous sommes, entre guillemets, pas formés, et blancs parce que vous êtes... Donc ce qu'il faut, c'est jouer... Si on comprend bien... On va engager les fermiers noirs non expérimentés aujourd'hui dans un processus de formation. C'est l'erreur à ne pas commettre. Parce que ça a été commis un peu partout. Il faut absolument qu'ils soient formés, ne serait-ce que pour le narcissisme personnel. D'accord. Parce que le narcissisme des Noirs
en Afrique du Sud, il a été ravagé. Donc il faut les former pour qu'ils soient bien sur le plan intellectuel. Mais on sait très bien qu'en les formant, c'est dans la perspective de leur rétrocéder. Certes, ça prendra 1 an ou 2, mais le jour où ils vont l'avoir, ils pourront les faire fructifier sur le plan personnel, régional et continental. Très rapidement, Monsieur Mafimba, avant de venir à vous, Madame Morel Kanté, vous qui êtes allé plusieurs fois en Afrique du Sud, est-ce que les Blancs comprennent la légitimité de cette question et de cette loi? Quelle est leur psychologie, quel est leur état d'esprit par rapport à cette réalité? Est-ce qu'ils comprennent que ce n'est pas souci de justice, qu'il faut tout simplement qu'ils acceptent de rendre ce qu'ils ont volé il y a des dizaines d'années? Vous savez, j'ai été dans une ville, ça s'appelle George. Les gens qui ont été, c'est une ville de milliardaires. J'ai dû compter le nombre de Noirs. Ah ouais? En Afrique du Sud? Ah ouais. Le nombre de Noirs, c'est une ville de milliardaires. C'est une espèce d'île, mais parasidiaque. Je n'ai jamais vu un endroit aussi. Ce qui fait que ça dépend. Mais dans la grande majorité, on voit bien que les stigmates de l'apartheid sont encore là. Nous étions partis. J'étais parti dans une délégation ministérielle, pourtant. Mais on voyait bien qu'il y avait une espèce de posture condescendante. Du style, on vient vous apprendre tout. Il faut. Parce qu'on était encore aujourd'hui? Oui, on était parti pour un projet touristique. Bref, c'est pour répondre à votre question. Oui, malheureusement, il y a encore ces stigmates-là, il y a cette posture-là qui est encore là. Ce qui fait que, comme l'a dit, il faut imaginer. Il faut imaginer une solution. Il faut osciller entre ce qu'on impose, ce qu'on ne discute pas, ce qui n'est pas discutable, la justice, c'est un vol, et puis accompagné d'une pédagogie, mais la pédagogie, c'est la pédagogie de la loi qui s'instaure et qui fait justice. Alors, ce que je voudrais éclaircir un peu, c'est que ces propriétaires blancs, ça fait 100 ans qu'ils sont propriétaires. Donc, ils ont hérité d'un système qu'ils n'ont pas créé, eux. Il y aura aussi... Voilà. Ils en sont devenus protagonistes en l'acceptant. C'est-à-dire aujourd'hui, ils ne sont pas allés avec l'ANC. De ceux qui ont exproprié... Parce que l'ANC, c'était multicolore. Parce que ce que dit Mme Kanté, c'est que si vous êtes descendant de quelqu'un qui a arraché de force les terres à un noir, vous n'êtes pas responsable. Voilà. Vous avez hérité. Si on voit la fondation, c'est pas vous. Mais ça n'empêche pas, il y a la responsabilité historique qui transcende les générations. J'arrive justement. Il y a d'autre part, absolument. Il n'y a que 8% de Blancs qui détiennent 72% des terres. Donc il faut absolument un rééquilibrage du système. Et ceci dit, cette affaire, c'est en train de s'internationaliser. Vous avez vu des fermiers blancs battus, chassés, agressés, qui sont accueillis par l'Australie. De l'autre côté, Trump, qui demande à ce que son ministre des Affaires étrangères intervienne, jette un coup d'œil à cette réforme. Est-ce qu'il y a finalement une coalition, un syndicat de Blancs qui sont en train de secourir d'autres Blancs? Et est-ce que, comment on appelle, j'arrive, est-ce que l'amendement qui dit aussi expropriation sans indemnité ne va pas faire un choc tel que on risque d'assister à l'éclatement du projet plutôt que du projet du vivre ensemble en Afrique du Sud. La question, si ce n'est pas bien tenu, parce que la question reste posée. Voilà. En tout cas, nous suivrons de très près l'évolution de cette situation. De toute évidence, personne ne peut être indifférent à l'Afrique du Sud. C'est la deuxième puissance économique du pays. Si elle va bien, c'est toute l'Afrique qui ira bien. Nous avons donc intérêt, effectivement, à ce que le projet social et de vivre ensemble dans ce pays soit réalisé pour que la paix soit dans la sous-région et sur le continent. En tout cas, merci Sadio Morel Kanté, journaliste, préfacier. Monsieur Mafimba, merci à vous. Gestionnaire des systèmes d'information, on voit bien que vous connaissez bien le pays. On voit également Jean-Claude Félix Chikaya, que vous connaissez bien la problématique sud-africaine. Merci. C'est un plaisir. À vous. C'est la fin, mesdames et messieurs, de Politicien, votre rendez-vous politique. Je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre. Restez toujours fidèles au programme d'Africa 24. À très bientôt pour un nouveau numéro de Politicien.